Bonjour, donc nous continuons notre chapitre sur la méthodologie de l'audit fiscal. Donc, une mission d'audit fiscal a posteriori peut concerner tous les impôts, sans exception. Donc, il peut concerner l'IS, l'IR ou l'IR sur bénéfices pour les sociétés soumises à l'IR, les revenus salariaux, la TVA, les autres impôts. Donc, on va vérifier dans une mission d'audit a posteriori les règles d'assiette, les règles de tarification fiscale et les règles d'exigibilité de paiement. Donc, l'impôt sur les sociétés. Quand on va vérifier un impôt qu'on avait déclaré, comme on l'a déjà dit, on peut retrouver soit un impôt qui n'a pas été payé, il a été minoré, donc nous avons un vice fiscal, et très souvent donc, ce vice fiscal est provisionné, soit au contraire, un impôt trop payé, et à ce moment-là, on a du mal à le réclamer à l'État, et on va également connaître les règles pour ne plus commettre les erreurs d'avenir. Nous avons fait une application, vous allez recevoir le corrigé correspondant sous forme de slide. On passe à la suite des erreurs fiscales, erreurs au niveau de l'assiette fiscale. Il se peut que l'erreur est une erreur au niveau comptable ou une erreur à caractère fiscal. Alors, quand on a une erreur en comptabilité, ça va de soi, le résultat fiscal, qui est la base de l'IS, va être erroné parce que le résultat fiscal prend départ du résultat avant impôt. Donc, si je comptabilise, à titre d'exemple, une charge en immobilisation, je me suis trompé. Donc, le résultat fiscal va être erroné parce que le résultat avant impôt va être erroné. Il se peut également qu'il y ait une erreur au niveau de l'application du taux. À titre d'exemple, une entreprise qui réalise des exportations, elle doit décomposer ses exportations afin d'appliquer le taux convenu aux exportations et le taux normal pour l'autre partie du résultat fiscal. Nous avons fait également cette application, vous allez recevoir le corrigé en une entreprise qui réalise des exportations, il a un seul CPC, elle réalise un résultat avant impôt, elle présente un seul tableau de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, et par la suite, elle décompose son résultat net fiscal global en résultat proportionnel aux exportations et l'autre résultat proportionnel aux ventes locales. Si les exportations sont récentes, n'ont pas dépassé 5 ans, la partie du bénéfice d'exportation est exonérée. Si les exportations passées ont dépassé 5 ans, le bénéfice d'exportation est taxé par le taux réduit de 17,5. L'autre partie du résultat, qui est relative aux ventes locales, est taxée par le barème normal. Et l'IS de l'entreprise va être la somme des deux. Là, également, nous allons avoir une application par la suite. Alors, nous avons vu que les taux de l'IS, il y avait un taux au départ, on est passé d'un taux à un barème. On est passé également par plusieurs taux qui étaient les taux proportionnels, donc qui ont été d'une injustice très grave, puis on a passé à des taux progressifs. Un taux progressif l'an dernier, 10% pour le bénéfice inférieur ou égal à 300 000, et de 17,5 de 300 000 à 1 milliard, et de 31%. On est revenu par la loi de finances de 2020 au taux de 2018. Donc 10%, 20%, 31%. Et impôt retenu à la source. En plus de l'IS que nous connaissons et que nous calculons pour chaque société résidente, il y a des impôts qui sont payés par retenue à la source. Il y a la retenue à la source sur les produits des titres de capital, la TPA, taxe sur les produits des actions, 15% libératoire de la déclaration annuelle. Il y a l'impôt retenu par les banques sur les placements à terme, les intérêts créditeurs,
la TPPRF, taxe sur les produits de placement à revenu fixe, et il y a également les produits, donc, de source marocaine envoyés à l'étranger. La société payeur, donc, au Maroc, résidente au Maroc, va prélever aux bénéficiaires étrangers 10%, qui représente un IS ou un IS ou un IR, si la société étrangère est soumise à l'IR. Donc, vous avez une application également. Donc, le premier, c'est les dividendes. Donc, un prélèvement de 15% chez la société qui distribue les dividendes. Donc, ça veut dire que l'obligation est une obligation du distributeur des dividendes, non pas du bénéficiaire. La banque, également, un intérêt. Sur cet intérêt, il n'y a que le net qui va partir à la société et la banque doit payer à la place de l'entreprise une retenue à la source, et cette retenue à la source est imputable sur les acomptes. Si on les a oubliés, donc, on a oublié de l'imputer sur les acomptes, on va le soustraire de l'impôt définitif de l'année. Une société résidente à l'étranger, donc, également, nous allons faire un petit corrigé qui va vous être envoyé par la suite. Donc, voilà une application corrigée de la transfert à l'étranger, sur laquelle il y a un 10%, mais également il y a une TVA, parce que le service est consommé sur le territoire marocain, et la TVA est à la fois TVA récupérable, TVA due pour la société marocaine. Retenir les sources et les transferts à l'étranger, également, c'est une petite application qui vous a été demandé de faire, et vous l'avez fait correctement. J'ai contrôlé vos réponses, et elle a été faite très correctement par tous les étudiants qui m'ont envoyé la réponse. La cotisation minimale. La cotisation minimale, à la différence d'IS, elle ne fait pas de distinction entre les produits imposables, non imposables. Tous les produits cités dans l'article 9 pour constituer la base de la cotisation minimale sont pris en considération. Que ce soit donc des produits exonérés ou des produits imposables. À titre d'exemple, les dividendes sont des produits financiers. En matière d'assiette, quand on veut déterminer le résultat net fiscal, elles sont à déduire. Par contre, en matière de la base de cotisation minimale, elles font partie de cette assiette. Donc, l'assiette est composée du chiffre d'affaires, de tous les produits accessoires, de tous les produits financiers énumérés par l'article 9 et des gains de change, les intérêts créditeurs, les écarts de conversion passifs. Donc, également, à ceci s'ajoutent quelques produits non courants, les dons reçus, les primes reçues et les subventions reçues, subventions d'exploitation à 100%, subventions d'équilibre à 100% et subventions d'investissement par fractionnement. Et nous avons cette application également, nous avons calculé la base et nous avons calculé la cotisation minimale. La cotisation minimale devient l'impôt exigible quand elle est supérieure à l'IS ou en cas où l'IS n'existe pas parce que l'entreprise est déficitaire, on paiera donc la cotisation minimale. Alors le deuxième volet que nous allons voir la prochaine fois, c'est l'impôt sur les salaires. Alors c'est l'employeur qui prélève à son salarié l'IR. Elle doit le faire correctement et le payer également au bon moment. Toute erreur de l'IR sur salaire sera une erreur sanctionnée non pas entre les mains du salarié, mais entre les mains de l'employeur. Donc pour effectuer également une mission d'audit sur les salaires, on doit contrôler quelques bulletins de paie en reprenant ces bulletins et en calculant à la main l'IR qui figure sur le bulletin et comparer l'IR recalculé par rapport à l'IR figurant sur le bulletin. Il peut y avoir des erreurs qui ont également, de la même manière, minoré l'impôt prélevé aux salariés. Nous sommes en présence d'un risque fiscal qu'il faut provisionner. Et il faut également noter, si vous voulez, avec précision, la nature de l'erreur en vue de la mentionner aux personnes chargées des bulletins de paie ou à l'informaticien
pour qu'il puisse actualiser notre logiciel de paie. Il se peut qu'il y ait, au contraire, un impôt a été payé en trop. Mais, donc, un rapport doit être établi pour que cette erreur doit être rectifiée. Seulement en matière d'IR, il faut retenir une particularité. L'IR est un impôt annuel, mais elle est calculée et payée par périodicité de paie. Si la paie est par quinzaine, chaque quinzaine, il y a un prélèvement, la quinzaine suivante, on doit payer l'IR. Donc, si la paie est mensuelle, l'IR est prélevé à la fin sur le bulletin de chaque mois et payé au courant du mois suivant. Alors, pour éviter, en quelque sorte, ce genre d'erreur, quand on constate qu'il y a des erreurs sur un bulletin de paie, si vous voulez, on a payé un trop d'IR, donc l'IR sera calculé pour le mois suivant par une méthode dite cumulative qui va nous permettre de récupérer l'IR trop payé sur le premier bulletin. Par contre, attention, si on a payé un IR de mois sur un mois, ça ne veut pas dire que le mois suivant, il suffit de payer ce qu'on n'a pas payé le mois précédent et vous êtes tranquille. Non, l'IR devrait être payé pleinement pendant le mois précédent. Ça veut dire que vous avez retardé le paiement, il y aura des majorations et pénalisations en cas où il y aura des contrôles fiscaux. Vous avez un bulletin de paie ici, enfin de vous également, on va de faire la prochaine séance et on va vous présenter également le corrigé indicatif. Donc, la méthode cumulative que je viens de vous dire, c'est une méthode qui permet à une entreprise de calculer son IR mois et le mois suivant par cumul et non pas mois indépendant. Ce qui fait que la régularisation se fait par période cumulée. Nous arrivons à la fin de l'année avec un IR parfait égal à l'IR annuel. Donc, quand on a payé un IR en janvier de trop, en mois de février, quand je vais faire la méthode cumulative, je vais pouvoir récupérer mon IR payé en trop en février. Le contraire n'est pas, si vous voulez, salutaire. Elle va entraîner des sanctions comme on vient de faire. Donc la méthode cumulative consiste à calculer l'IR des mois cumulés et à soustraire les IR qui ont été payés les mois précédents. Cette technique tend à être généralisée dans les logiciels informatiques. Mais il y a encore des entreprises qui n'ont pas encore ce système. Donc il faut que les informaticiens des entreprises installent dans le calcul de logiciels de paie une méthode cumulative qui permet de calculer un IR plus ou moins correct. Que lorsqu'on calcule par mois, on aura des IR prélevés aux salariés qui ne sont pas parfaitement exacts et ce qui fait que on attend la fin de l'année pour établir l'état 9421 pour pouvoir déterminer l'IR annuel et comparer aux IR payés en cours d'année, et à ce moment-là, on va avoir des différences à régulariser. Donc, pour éviter l'établissement de l'état 9421 qui va être un état pour calculer l'IR annuel et le comparer aux IR d'année, il est recommandé à utiliser la méthode cumulative qui va nous faire sortir l'IR parfait à la fin du mois. Puis, la même chose pour la TVA. Quand on va voir, on contrôle la TVA, on va voir tout d'abord l'origine des TVA. Les TVA sont facturés et si vous les facturez mal, automatiquement votre déclaration de TVA est fausse parce que vous déclarez la TVA que vous avez facturée d'une manière erronée. Puis également, il y a le volet de la TVA récupérable. Il faut absolument s'assurer que la TVA que vous avez payée à un fournisseur est portée sur une bonne facture et elle a été également correctement facturée par le fournisseur. Une erreur de la part du fournisseur ne vous donne pas le droit de récupérer une TVA qui est surfacturée ou ne vous donne pas le droit de récupérer une TVA sur une facture qui n'est pas probante. De ce fait, le chargé de la TVA doit s'assurer que nos factures émises sont bonnes, que les factures reçues sont probantes. Voilà donc un petit peu pour la TVA.